On va être avec Nadine dans un instant. Un mot sur le fonctionnement du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Il y a des CRIF dans toute la France, dans toutes les régions de France ? Oui, il y a des CRIF régionaux un peu partout en France, une quinzaine. Il y a au sein de l'Assemblée Générale du CRIF à peu près 80 organisations différentes qui sont représentées. Donc on est une fédération d'associations avec la responsabilité de porter la voix des Juifs de France dans le débat public, auprès des médias et dans la société civile. Et vous avez des endroits de France aujourd'hui où les Juifs sont plus menacés que dans d'autres endroits ? Malheureusement, l'antisémitisme aujourd'hui est présent à beaucoup d'endroits dans notre pays. Il y a des villes où ça se passe mieux, des villes où ça se passe moins bien. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes les grandes villes françaises sont confrontées à ce phénomène. Parce que, on le sait, l'antisémitisme aujourd'hui se nourrit de la haine d'Israël, de l'islamisme, du complotisme, et qu'on retrouve ça surreprésenté dans les populations jeunes, urbaines, et pour partie issues de l'immigration. On rappelle qu'il y a 500 000, 600 000 Français juifs en France ? Oui, un petit pourcent de la population française, même si les limites ne sont pas évidemment très claires de cette population juive, et tant mieux, c'est le fruit d'une longue histoire des Juifs en France. Il y a des Juifs en France depuis près de 2000 ans. Donc au fond, les Juifs sont une part de l'histoire de ce pays. Et cette histoire également, elle a son prolongement parfois à la synagogue ou pas ? Est-ce qu'on sait la part de Français juifs qui chaque semaine sont à la synagogue ? C'est difficile d'évaluer précisément les choses. On parle de plusieurs dizaines de milliers de Juifs qui sont toutes les semaines à la synagogue. Mais pour les grandes fêtes, on est plutôt en centaines de milliers qui fréquentent, notamment Yom Kippour, qui est la fête la plus importante du calendrier juif, qui a eu lieu là en octobre. Et la synagogue est un des éléments de la vie juive. C'est pas le seul. Le judaïsme, c'est une religion particulière parce que la foi est pas l'élément le plus important, le plus central. Donc il y a effectivement la pratique donc autour de la synagogue, mais il y a aussi d'autres dimensions de l'identité juive, la mémoire, la culture, l'attachement à Israël aussi maintenant qui est une composante importante. Mais on a l'impression que les Français juifs sont plus attachés à la religion que les Français catholiques, par exemple. J'ai ce sentiment aujourd'hui qu'ils ont pris parfois un peu de distance, les catholiques, avec l'Église. Il y a un catholicisme culturel, mais c'est vrai que les églises, aujourd'hui, même si elles sont remplies, il n'empêche qu'il y a plus 5 ou 10%. Je crois qu'on est à moins de 5%. Je crois que c'est 5% des Français qui vont à la messe chaque dimanche. Et j'ai le sentiment, à travers les conversations que j'ai souvent avec mes amis français juifs, que le sentiment religieux est plus fort. C'est difficile à évaluer parce qu'on n'est pas capable d'interroger ces 600 000 ou plus juifs de France, que beaucoup de gens ne se définissent pas comme juifs, même s'ils le sont de par leur ascendance, et donc on ne les compte pas, entre guillemets, dans ceux qui fréquenteraient ou ne fréquenteraient pas la synagogue. Il y a un attachement à la tradition, parce que, au fond, pour les Juifs, la question qui se pose à chaque génération, c'est comment on transmet cette identité juive ? Comment on fait que la génération suivante, tout en étant pleinement intégrée dans la société française, continue à se sentir juive ? Donc c'est toujours une ligne de crête entre le particularisme et l'universalisme. Mais ce soir, c'est Shabbat, parce que nous sommes vendredi. Sur les 600 000 Français juifs, combien de Français juifs feront Shabbat ce soir ? C'est bien. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que faire Shabbat ? Pour certains, ça veut dire respecter toutes les règles de la pratique, donc couper le téléphone, ne pas travailler, ne pas utiliser l'électricité, ne pas voyager. Pour d'autres, c'est simplement un dîner de famille symbolique. Et puis pour d'autres, c'est simplement se souvenir que c'est vendredi soir et donc Shabbat. Nadine est avec nous. Bonjour Nadine, vous habitez où ? Allô ? Nadine, bonjour, vous habitez où ? Ah, pardon, excusez-moi. Alors, j'habite à Paris. Voilà. Est-ce que vous êtes de confession juive ? Alors, je suis de confession juive, mais je suis pas sûre que ce soit important. C'est important, c'est forcément important. Je me représente pas comme ça. Ouais, je me représente comme un tas de choses. Je ne suis pas que juive. C'est pas un métier. Voilà. J'entends bien, mais ma question n'allait pas dans ce sens-là. Mais... Je suis aussi une grand-mère. Je suis aussi plein de choses. Ça me fait de la peine que depuis maintenant un peu plus d'1 an, on soit réduit à cette identité. Et voilà, en tout cas, c'était pas le but de ma question, mais c'était simplement pour commencer la conversation, peut-être tout simplement parce que vous vous sentez davantage en insécurité qu'il y a 1 an.
Alors, je me sens en insécurité, oui et non. Je me sens en insécurité dans ma pratique, je fais tout. Je suis libre de tout. J'exerce le métier de pharmacien. Je vis tout à fait normalement. Je suis un petit peu choquée, si vous voulez. Moi, mes parents sont issus de l'immigration. Donc, qu'on me fasse pas le coup des immigrés qu'on doit intégrer. Un immigré, ça s'intègre si ça le veut bien. J'ai pas eu le choix. Mes parents m'ont dit, t'as une terre d'accueil, tu la respectes. Tu apprends le français. J'avais pas le droit de faire une erreur en français. Je devais parler mieux que mes camarades. On est une famille de frères et de trois personnes, donc un frère et une sœur. Tout le monde est diplômé. Ma sœur travaille dans une grande représentation française. Mon frère est dentiste, je suis pharmacienne. Tous mes enfants sont diplômés. On nous a obligés à ça. On est des citoyens modèles. On paye plein d'impôts. On en est très fiers. Je sais ce que c'est que la solidarité nationale parce que je suis pharmacienne et j'exerce, je vois ce que c'est tous les jours. Ce que je vois depuis un an, c'est détestable. Ce que je vois depuis hier, c'est encore pire. Et j'ai l'impression que le pire n'est jamais atteint. Et ce qui me fait de la peine et ce qu'on voit pas, en ce moment, il y a le procès des agresseurs de Samuel Paty. Et on voit qu'il y a une affiliation de l'agresseur, du principal agresseur avec le Hamas. Et je voudrais une bonne fois pour toutes, on dise que le palestinisme, c'est la vitrine vertueuse de la délinquance et de l'islamisme, qu'il y a un lien très fort, que moi je suis passée plein de fois sur Europe 1, bien avant la guerre du 7 octobre, pour dénoncer la délinquance, pour dénoncer l'islamisme. Aujourd'hui, en face du plus jamais ça, on a la danse du ventre du président devant Bellatar, et pourtant j'avais voté pour lui, je ne savais pas. On voit qu'il y a une supposée, on a une supposée solidarité musulmane, mais qui s'est jamais exprimée pour 500 000 morts chez Bachar, dont le camp de Yarmouk où il y avait des Palestiniens, nada, on n'a rien vu. La guerre civile en Algérie qui a tué je ne sais combien de musulmans, on n'a pas les chiffres, Kamel Daoud le disait ce matin, alors là, rien, on n'a rien entendu. Le Soudan, on n'a rien entendu. Les Iraniens qui sont pendus pour rien du tout, on n'entend rien. Donc il y a une solidarité musulmane, mais elle est seulement antisémite. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a un tropisme incroyable, c'est-à-dire que c'est très facile d'aller récupérer des délinquants qui ont rien à perdre et de les comme des taureaux qu'on jetterait dans l'arène, de leur montrer le chiffon rouge, attendez, Free Palestine, ils en ont rien à foutre, ils savent même pas où c'est la Palestine, ils savent même pas ce que c'est, on leur donne, ils sont juste là prêts à mordre, ils sont enragés, c'est cette rage qu'on dirige et il faut arrêter d'écouter ces abrutis d'extrême gauche, excusez-moi, mais j'avais voté à gauche quand j'étais jeune, mais là c'est un catéchisme d'extrême gauche qui est purement raciste, qui est purement antisémite, qui est purement dirigé. Les réponses, elles sont toutes faites. Mais c'est une honte. Il n'y a rien à justifier. Bah écoutez, Nadine... Vous me posez la question si je suis juive, oui, mais c'est l'humain qui doit réagir. Il n'y a personne qui réagit. Si c'est pas CNews, si c'est pas Europe 1, tout le monde... Alors ça, c'est le hashtag pas de vague. Je pense quand même il y a beaucoup de gens... J'ai parlé plein de fois du hashtag pas de vague au niveau de l'éducation. Le hashtag pas de vague, c'est fermer sa bouche pour tout. Nadine. Pourquoi ? Parce qu'il y a la terreur dans les médias, il y a la terreur dans au niveau du gouvernement, il y a la terreur dans... toute notre presse écrite, c'est lamentable. Et cette terreur ou lâcheté. Nadine, je vous interromps parce qu'on marque une pause et Monsieur Arfi va pouvoir vous répondre sur cette lâcheté qui peut exister de certains prises de parole et sur ce qui peut se passer effectivement en France, le pourquoi de la lâcheté, parce qu'on est sur une société qui vit sur des charbons ardents. Et on est donc toujours avec Jonathan Arfi, qui est le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Et puis on était avec un témoignage très puissant, très fort de Nadine, qui est pharmacienne, qui est mère, grand-mère et qui a raison de ne pas vouloir être réduite à son identité juive. Mais vous disiez que vous étiez une grand-mère, Nadine. Vous avez des petits-enfants qui ont quel âge ? La plus grande a 11 ans. Alors, ces petits-enfants, donc leurs parents ont sans doute une petite trentaine d'années, sans doute. Exactement, bien vu, et tous diplômés. Et tous ne comprennent pas, si vous voulez, c'est impensable. Non, mais j'entends bien, mais la question que je voulais vous poser, est-ce qu'aujourd'hui, les Français juifs de 11 ans doivent imaginer aller vivre ailleurs qu'en France ? Alors, je pense pas qu'on ait le choix. C'est ça le drame. Si vous voulez, moi j'aime profondément mon pays parce que c'est comme ça qu'on m'a élevée et que j'ai toujours cette reconnaissance de savoir que mes parents en Tunisie sont partis sans rien et qu'ici on nous a accueillis et que je dois au moins ça à la France. Et mes enfants sont pareils et mes petits-enfants sont bien dirigés pour être ils sont élevés de la même manière. Et on comprend pas. En fait, on comprend pas pourquoi on nous demanderait d'aller voir ailleurs pour laisser la place à des délinquants. Parce que ce que je vois en face, c'est des délinquants.
C'est-à-dire que je fais un cours de gym, je raconte ma vie. Un jour, au Lila, il y a eu dans un lycéen qui s'est fait poignarder. Et à mon cours de gym, on m'a dit, mais c'est normal de laisser des enfants avec des couteaux dans les cartables. Ah bon ? C'est normal ? Non, c'est pas normal. Moi, il y a aucun de mes enfants, aucun de mes petits-enfants qui se balade avec un couteau dans le cartable. Donc voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et donc en fait, mais de toute façon, c'est démographique. On n'a pas le choix. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas le choix. Malheureusement. Ça veut dire quoi, on n'a pas le choix? Je comprends pas. Alors, on n'a pas le choix parce qu'on est face à une démographie qui est galopante et une démographie qu'on n'arrive pas Donc, on n'a pas le choix, mais la conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que face à la délinquance qui est en train de s'étendre et on est très, on est très passif par rapport à ça. C'est la société qui est violente. Donc ça veut dire quoi là? On n'a pas le choix. Ça veut dire que vous voulez partir ou qu'il faut partir et c'est ça que vous dites? Je n'ai aucune envie de partir. Oui, mais on n'a pas le choix. Que veut dire cette phrase? On n'a pas le choix. C'est que je pense que à terme, nous les Juifs, on sera foutus dehors. Parce que pour sauver notre peau, comme ça a été le cas déjà en Allemagne, ce qui est en train de se passer, c'est rien de pire que ce qui s'est déjà passé. Bon, Nadine, merci d'abord de ce témoignage qui est très puissant, très fort, qui effectivement illustre une inquiétude. Ce que dit Nadine quand même est très très inquiétant, très triste, et ça doit vous chagriner bien sûr. Mais j'imagine, Monsieur Arfi, que vous voulez être optimiste. Et sans doute, les relations que vous avez, notamment avec l'État français, vous donnent peut-être des gages de confiance pour l'avenir et de sévérité, peut-être. D'abord, je voudrais réagir par rapport au témoignage de Nadine. Dire que j'entends l'amour de la France, qu'on entend énormément chez les Français juifs, qui ont tous, à leur manière, fait chaque jour le choix de la France, parce que nous savons ce que nous devons à ce pays. Nous savons qu'il est le premier à avoir émancipé les Juifs dans l'histoire en 1791, qu'il s'est divisé pour défendre un petit capitaine juif, Alfred Dreyfus, il y a 120 ans, et ainsi de suite. Nous savons aussi les heures sombres, les heures difficiles par lesquelles nous sommes passés, l'antisémitisme, Vichy, la Shoah, bien sûr, et les difficultés de la période actuelle. Et puis j'entends chez elle ces peurs qui sont aussi très largement partagées par les Français juifs et non juifs. Ce n'est pas qu'une question d'identité juive. Et j'entends aussi quand elle veut ne pas être réduite à son identité juive, quand elle s'exprime, c'est important de le souligner. Aujourd'hui, beaucoup comprennent que notre société est en train de se fracturer et de s'effondrer. Et si on n'est pas capable, à un moment donné, d'avoir une conscience collective, de remettre les valeurs républicaines au centre, de manière ferme, de rappeler que l'antisémitisme n'est pas acceptable, que, au fond, les Juifs ont leur place en France, pas les antisémites, et que nous devons, sur ces sujets-là, j'allais dire, transformer complètement notre logiciel. Et ça, peu de gens en ont conscience, malheureusement. Alors, avec les pouvoirs publics, il y a des discussions sur l'antisémitisme, sur la sécurité, les choses se passent. Heureusement, le ministère de l'Intérieur est historiquement toujours engagé sur ces questions. Mais malheureusement, ça n'est pas suffisant quand on voit l'antisémitisme à l'école qui gagne. Il y a des élèves de CE1 qui nous ont contactés parce qu'ils sont victimes d'antisémitisme. Des élèves de CE1. La réponse d'Israël à Gaza a une année désormais. Quel est votre sentiment sur cette réponse de Benjamin Netanyahou et que doit-il faire, selon vous, aujourd'hui? Bon, je me garderais bien de donner des conseils au Premier ministre de l'État d'Israël. C'est une prérogative qui appartient d'abord aux Israéliens et c'est à eux de déterminer la réponse qui doit être apportée. D'ailleurs, ça n'est pas la réponse de Netanyahou au 7 octobre, c'est la réponse de l'État d'Israël, d'une démocratie avec ses décisions et ses modes de régulation collectifs. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui se passe là-bas nous concerne, nous, qui vivons dans des démocraties en Europe. La manière dont une démocratie gère les guerres qui lui sont déclarées, gère le terrorisme, gère la question d'otages très nombreux, comme c'est le cas aujourd'hui à Gaza, eh bien, c'est quelque chose qui aura des conséquences pour nous dans les guerres futures que nous devrons mener. Je rappelle que la France est un pays qui, peut-être plus qu'un autre, doit pouvoir comprendre ce qui se passe en Israël. On a été victime en France d'une vague terroriste massive, les attentats du 13 novembre, évidemment, le Bataclan rappelle les images de Nova. Quelle est, selon vous, la meilleure solution aujourd'hui, militaire et politique? Je suis pas expert militaire, il ne m'appartient pas, là, pour le coup, de le dire. Mais idéalement, quelle est, selon vous, la meilleure solution politique? Non, mais la solution, pour moi, elle est simple. Ce serait que le Hamas dépose les armes et libère les otages. C'est simple, parce que ce serait l'aveu de leur défaite et libérer les otages permettrait de mettre un terme immédiatement à ce conflit. Ça a été dit 100 fois. Et après
Et après, bien sûr qu'on veut tous qu'il y ait une paix rapidement au Proche-Orient, le plus rapidement possible, qui respecte la souveraineté de chacun, qui fasse que chacun puisse vivre en sécurité, évidemment. Vous savez, avec un État créé? Il y aura une forme de souveraineté palestinienne à terme, j'imagine. C'est de toute façon, quelque part, le sens de l'histoire. On verra bien. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il y a une demande des peuples au Proche-Orient de manière générale. Quand on voit ce qui s'est passé avec les accords d'Abraham aux Émirats arabes unis, quand on voit les évolutions, y compris au sein de la société saoudienne, pour une normalisation avec Israël, il y a aussi des raisons d'espérer une bascule. Aujourd'hui, il faut d'abord vaincre le terrorisme, vaincre l'Iran, parce que le cœur du réacteur, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots avec le nucléaire iranien, le cœur du réacteur, c'est aujourd'hui Téhéran et l'Iran. On va arriver au flash de 12h et ça fait 1 heure que vous êtes avec nous, Monsieur Arfi. Les Français ont appris à vous connaître. C'est vrai que vous passez beaucoup de temps au CRIF. Votre entreprise, vous la laissez sans doute de côté et à titre personnel, cet engagement est très important puisqu'il représente, je crois, 80% de votre temps, alors que c'est évidemment une fonction qui est toujours bénévole. Est-ce que vous imaginez rester à la tête du CRIF longtemps ou est-ce que c'est quelque chose qu'on fait simplement dans un moment, une séquence de sa vie? D'abord, c'est encadré. On a des démocraties internes au CRIF qui fonctionnent bien. Il y a des élections. Mon mandat se termine au mois de juin prochain, puis on verra bien pour la suite. Vous avez envie de le prolonger? On verra le moment venu. Voilà, c'est pas le sujet du moment de toute façon. Mais au CRIF, ce qui est important, c'est que c'est une démocratie représentative. Je veux saluer ce qu'a été l'engagement de tous mes prédécesseurs depuis 80 ans. Le CRIF a 80 ans, créé dans la résistance, dans la clandestinité. Et c'est important parce qu'on cultive ce dialogue entre l'identité juive et l'identité républicaine. C'est ça la raison d'être du CRIF, pour expliquer aux Français qui nous sommes. Je vous remercie grandement parce que merci pour votre engagement, merci pour votre clarté également, merci pour vos mots. Et c'est vrai que l'intégration ou l'assimilation, je ne sais pas le mot employé, des Français juifs est exemplaire parce que c'est à la fois des Français juifs qui ne sont, on peut pas être plus français qu'un Français juif, et en même temps, c'est ça qui est formidable, il y a une identité qui est préservée, il y a une histoire qui est préservée, et on sait combien elle a été douloureuse. Donc c'est ce mélange qui fait qu'il n'y a aucun souci ou d'intégration ou d'assimilation, je ne sais pas là encore le mot que je dois utiliser. Et c'est le modèle français, Exactement. Qui a perduré pendant tant d'années. Je pourrais parler de la communauté arménienne qui est également sur cette ligne-là et qui vit parfaitement bien. Mais il y a aussi des musulmans français qui sont sur ce modèle-là, et il faut le saluer. Il faut pas qu'on soit caricatural parce que raison, il y en a, bien sûr. Et ce modèle, j'y crois, c'est un modèle d'avenir. Défendons-le. Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Comment être assimilé tout en gardant son identité. C'est ce que nous pouvons souhaiter à notre beau